Bienvenue à tous dans des Deep Dive, l'émission où on plonge tête la première dans des sujets captivants. Aujourd'hui, on va partir pour un voyage fascinant, un voyage à travers le temps et les cultures. On va explorer l'histoire du continent disparu, du Doggerland. Ah, Doggerland. Et ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'on va essayer de comprendre si l'étude de ce monde englouti pourrait nous éclairer sur les origines du racisme. Un véritable mystère archéologique qui soulève des questions fascinantes sur le passé de l'Europe et peut-être même sur les fondements de nos sociétés modernes. Exact. Imaginez des migrations préhistoriques, des civilisations oubliées et des liens possibles avec les mythes d'Atlantide et d'Hyperborée. Mhm. Tout ça pourrait-il nous aider à comprendre les dynamiques complexes du racisme à travers l'histoire? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. C'est une approche vraiment originale et je suis curieux de voir où cela va nous mener. Commençons par poser le décor. Doggerland, qu'est-ce que c'est exactement? D'après les sources que vous m'avez envoyées, Doggerland était une vaste étendue de terre qui reliait la Grande-Bretagne au continent européen. Après la dernière période glaciaire, un paradis pour les chasseurs-cueilleurs, avec des plaines fertiles, des rivières poissonneuses et une faune abondante. Tout à fait. On parle souvent d'un véritable jardin d'Éden préhistorique. Mais comme tout paradis, il a fini par disparaître. La fonte des glaces a entraîné une montée du niveau de la mer, submergeant progressivement Doggerland et le transformant en ce que nous connaissons aujourd'hui, comme la mer du Nord. C'est fascinant de penser qu'une civilisation a pu prospérer sur ces terres aujourd'hui englouties. Et c'est là que le lien avec les mythes d'Atlantide et d'Hyperborée devient intéressant. On retrouve cette idée de civilisation avancée, engloutie par les flots, laissant derrière elle des mystères qui nourrissent notre imaginaire. Pensez-vous que ces mythes pourraient avoir un fondement réel? C'est une question complexe. Il est difficile de dire avec certitude si ces mythes sont purement imaginaires ou s'ils s'inspirent d'événements réels. Ce qui est certain, c'est que l'idée de civilisation perdue, comme celle de Doggerland, a souvent été instrumentalisée pour justifier des théories raciales. Voulait dire que l'histoire de Doggerland, ou du moins son interprétation, a pu contribuer à alimenter le racisme. Comment cela est-il possible? Prenons l'exemple de l'ariosophie, un courant de pensée raciste, qui a connu un certain succès au début, du X siècle. Les ariosophes prétendaient que les Ariens, qu'ils considéraient comme une race supérieure, descendaient d'une civilisation avancée, originaire d'Hyperborée. C'est un exemple frappant de la façon dont l'histoire, qu'elle soit réelle ou mythique, peut être déformée, pour servir des agendas idéologiques. C'est une perspective troublante. On voit bien comment la manipulation de l'histoire peut avoir des conséquences néfastes. Mais au-delà de ces dérives, l'étude de Doggerland peut-elle nous apporter des éléments concrets pour comprendre les origines du racisme? Pour répondre à cette question, il faut aller au-delà de Doggerland et s'intéresser aux interactions entre les différentes cultures qui ont peuplé l'Europe préhistorique. L'une de ces cultures, particulièrement fascinante, est celle des bâtisseurs de mégalithes. Ah oui, les mégalithes, c'est ces monuments imposants en pierre qu'on retrouve un peu partout en Europe. On pense immédiatement à Stonehenge en Angleterre, mais il y en a beaucoup d'autres noms. Absolument. Les alignements de Carnac en Bretagne, par exemple, sont encore plus impressionnants que Stonehenge, par leur étendue. Et ce qui est remarquable, c'est que ces structures ont été érigées bien avant l'arrivée des Indo-Européens, ce qui suggère l'existence d'une civilisation européenne développée, avec ses propres traditions, son art, et peut-être même son écriture. Vous mentionnez l'écriture. Y a-t-il des preuves concrètes d'un système d'écriture chez les bâtisseurs de mégalithes? Il existe des indices, mais la question est controversée. Certaines tablettes découvertes en Europe, comme celle de Glosel en France, ou de Tartaria en Roumanie, présentent des signes, qui pourraient être une forme de proto-écriture. C'est fascinant. Imaginez si l'on découvrait que les Européens préhistoriques avaient développé un système d'écriture indépendant de celui du Proche-Orient. Cela révolutionnerait notre compréhension de l'histoire. Mais quel est le lien entre ces bâtisseurs de mégalithes et la question du racisme légué? Le lien n'est pas direct, mais il est important de comprendre le contexte culturel dans lequel le racisme a pu émerger. Les bâtisseurs de mégalithes ont été confrontés à l'arrivée des Indo-Européens, une population venue de l'Est, avec sa propre culture, sa langue et son organisation sociale. Cette rencontre a forcément entraîné des tensions, des conflits, mais aussi des échanges culturels. Donc vous suggérez que le racisme pourrait avoir ses racines dans ces interactions entre les différentes populations, dans la peur de l'autre, de la différence plausible. C'est une hypothèse plausible. L'arrivée des Indo-Européens a bouleversé l'Europe préhistorique. Ils ont apporté avec eux le cheval, le fer et une nouvelle vision du monde. Leur expansion a laissé une empreinte durable. Sur le continent,
influençant les langues, les cultures et les structures sociales. Et quelle était la particularité? De leur structure sociale. Les Indo-Européens étaient organisés en 3 grandes classes, les prêtres, les guerriers et les producteurs. Cette structure tripartite se reflétait dans tous les aspects de leur vie, de la religion à l'organisation politique. D'ailleurs, saviez-vous que certains chercheurs pensent que le schéma tricolore, que l'on retrouve dans de nombreux drapeaux européens, comme celui de la France, aurait pour origine cette organisation sociale indo-européenne? C'est une théorie intrigante. Cela voudrait dire que des symboles apparemment anodins pourraient porter en eux des traces de notre passé lointain, et peut-être même des germes de nos conceptions modernes. Exactement. Et c'est en explorant ces connexions subtiles, en déchiffrant les strates de l'histoire, que nous pourrons peut-être mieux comprendre les mécanismes complexes du racisme. On a vu comment l'arrivée des Indo-Européens a transformé le paysage culturel de l'Europe, créant un terreau fertile pour l'émergence de nouvelles dynamiques sociales, et peut-être même de préjugés raciaux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a d'autres civilisations, d'autres interactions, qui ont joué un rôle dans la construction de notre monde. Vous pensez à une civilisation particulière? Oui, il est crucial de se pencher sur la question sémitique, en particulier en Mésopotamie, le berceau de la civilisation. C'est là que les Sumériens, avec leur langue unique et leurs innovations, ont jeté les bases de notre monde moderne. La Mésopotamie. Les Sumériens, des noms qui résonnent avec l'histoire, mais dont on ne connaît pas toujours les détails. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr, les Sumériens ont développé une culture urbaine sophistiquée, avec des systèmes d'irrigation complexes, une architecture monumentale et un système d'écriture révolutionnaire, l'écriture cunéiforme. Et quel est le lien avec les bâtisseurs de mégalithes que nous avons évoqués plus tôt? Y a-t-il un lien entre ces deux civilisations? C'est une question qui anime les débats. Parmi les historiens et les archéologues, certains chercheurs pensent qu'il pourrait y avoir eu une transmission culturelle entre les bâtisseurs de mégalithes et les Sumériens. On a évoqué la possibilité d'une forme de proto-écriture en Europe et la découverte de tablettes controversées, comme celles de Glosel et de Tartaria. Si leur authenticité était confirmée, cela pourrait révolutionner notre compréhension des premiers systèmes d'écriture et des échanges culturels entre l'Europe et le Proche-Orient. Des échanges culturels entre l'Europe et le Proche-Orient. Cela nous rapproche un peu plus de la question du racisme, n'est-ce pas? Exactement, le Proche-Orient est un carrefour de culture, de religion et de peuple. C'est là que le judaïsme, une religion qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du racisme, a émergé. Le judaïsme, une religion et non une race, comme le soulignent les sources. Mais comment une religion peut-elle être liée au racisme? C'est une question délicate. L'auteur des sources que vous avez partagées met en avant le concept de peuple élu. Cette notion centrale dans l'identité juive a pu être instrumentalisée pour justifier la supériorité d'un groupe sur les autres, alimentant ainsi l'antisémitisme. Donc on voit bien comment des idées religieuses, même celles qui prônent l'amour et la compassion, peuvent être détournées à des fins discriminatoires. Mais comment passe-t-on du concept de peuple élu à l'antisémitisme généralisé qu'on a connu dans l'histoire? Il y a plusieurs facteurs en jeu. L'auteur mentionne la diaspora juive, qui a contribué à la fois à la diffusion de la culture juive et à la perception des juifs comme des étrangers. Des autres, il souligne également le rôle de certains stéréotypes, comme celui du juif usurier, qui ont contribué à alimenter la haine et la violence. Et bien sûr, il est impossible de parler d'antisémitisme sans évoquer la Shoah, ce crime abominable qui a marqué l'histoire à jamais. Absolument. La Shoah est le point culminant de siècles de haine et de discrimination à l'égard des Juifs. C'est un rappel tragique de la dangerosité du racisme et de la nécessité de le combattre sans relâche. Et en parlant de conflit, on ne peut ignorer la question palestinienne, qui est un sujet brûlant d'actualité. Comment l'auteur aborda-t-il ce conflit complexe? L'auteur retrace l'histoire de la région, des Cananéens aux Ottomans, en passant par les Romains et les Arabes. Il explique les revendications historiques des Juifs et des Palestiniens sur la terre, le mouvement assioniste, la création d'Israël et le conflit qui en a découlé. C'est un sujet très sensible. Et il est important d'éviter les partis pris. L'auteur réussit-il à rester neutre dans son analyse équée? Oui, il s'efforce de présenter les différents points de vue, de manière objective, permettant au lecteur de se forger sa propre opinion. Il mentionne également l'existence de mouvements anti-zionistes, au sein même de la communauté juive ultra-orthodoxe, ce qui montre la diversité des perspectives sur cette question. C'est une précision importante. Cela montre bien que même au sein d'une même communauté, il peut y avoir des divergences d'opinion sur des sujets aussi complexes. Tout à fait. Et cette diversité des points de vue est essentielle pour un débat sain et constructif. La question palestinienne. Comme beaucoup d'autres sujets sensibles,
ne peut être résolue que par le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche de compromis. Et comment l'auteur fait-il le lien entre ce conflit historique et la question du racisme dans le monde moderne? Il met en lumière les mécanismes de discrimination et de domination qui sont à l'œuvre dans ce conflit et qui se retrouvent malheureusement dans de nombreux autres contextes. Il souligne l'importance de la justice sociale, du respect des droits humains et de la solidarité pour construire un avenir plus pacifique et plus juste pour tous. C'est un message universel qui va au-delà du conflit israélo-palestinien. Mais comment l'auteur propose-t-il de lutter contre ces mécanismes de domination? Il met en avant l'importance de l'éducation, de la sensibilisation et du dialogue. Il encourage également à déconstruire les stéréotypes et les préjugés, à remettre en question les idées reçues et à s'ouvrir aux autres cultures. C'est un travail de longue haleine qui demande un engagement de tous les instants. Mais il est essentiel si nous voulons construire un monde plus juste et plus fraternel. Absolument. Et cet engagement commence par la connaissance de l'histoire, par la compréhension des racines du racisme. C'est en explorant le passé, en décryptant ses complexités, que nous pourrons mieux appréhender les défis du présent et construire un avenir plus solidaire. On arrive à la fin de notre plongée. Dans l'histoire de Doggerland, du racisme et des civilisations, c'est incroyable comme un continent disparu peut nous mener à réfléchir sur des questions aussi profondes et complexes. C'est vrai, et l'auteur nous laisse avec beaucoup de matière à réflexion. On a parlé de l'impact des migrations, des interactions culturelles, des mythes et des religions, sur la construction des identités et des préjugés. Mais au final, quel message principal essaie-t-il de nous transmettre aux airs? J'ai l'impression qu'il nous met en garde contre le danger de l'uniformisation, contre un monde sans frontières, ni différences culturelles. Vous avez raison. Il critique le rêve d'un monde globalisé, où tous les peuples seraient fondus. Dans ce même moule, il nous rappelle que la diversité est une richesse, et que la suppression des différences, au nom d'une prétendue unité, peut avoir des conséquences désastreuses. Et il propose une alternative, n'est-ce pas? L'idée de ces espaces de paix dont on a parlé tout à l'heure, mais concrètement, comment imagine-t-il ces espaces? Il ne donne pas de modèle précis, mais il évoque des zones où les gens pourraient vivre ensemble en harmonie, en respectant la diversité culturelle, tout en partageant des valeurs communes. Ce concept d'espace de paix me semble assez utopique. Comment concilier la diversité et l'unité? Le besoin d'appartenance et le respect de l'autre gente. C'est un défi immense, mais l'auteur nous encourage à ne pas abandonner l'espoir. Il nous rappelle que l'humanité a déjà surmonté des défis extraordinaires dans le passé, et que la paix est possible si nous sommes prêts à travailler ensemble pour la construire. Et il insiste beaucoup sur l'importance de la liberté individuelle comme facteur de paix. Absolument. Il met en avant la dépendance énergétique comme condition sine qua non de la liberté. Selon lui, la dépendance énergétique crée des rapports de domination et d'exploitation. Et la liberté ne peut être véritablement atteinte que si nous sommes capables de produire notre propre énergie de manière durable et équitable. Il va même jusqu'à proposer la création d'une agence internationale de l'énergie solaire libre, un projet ambitieux, qui vise à rendre l'énergie accessible à tous, sans discrimination, ni exploitation. Oui, c'est une vision audacieuse, qui nous invite à repenser notre rapport à l'énergie et à explorer des solutions innovantes. L'énergie solaire spatiale pourrait être une solution, pour un avenir plus juste et plus durable. En fin de compte, ce voyage à travers Doggerland et l'histoire du racisme nous amène à réfléchir sur les fondements de nos sociétés, sur les défis que nous devons relever pour construire un monde meilleur. L'auteur nous rappelle que la paix n'est pas un état statique, mais un processus dynamique qui exige un engagement constant, un combat quotidien contre l'ignorance, les préjugés et la soif de domination. Et il termine son livre par une image assez troublante, celle des loups, qui repeupleront l'Europe, forçant les agneaux à fuir. Une métaphore qui nous rappelle que la paix est fragile et qu'elle doit être constamment défendue. C'est une conclusion qui nous incite à la vigilance, mais aussi à l'action. Nous ne devons pas baisser les bras face aux forces de la division et de la haine. L'histoire nous a montré les conséquences désastreuses du racisme et de l'intolérance. Il est de notre responsabilité de tirer les leçons du passé et de construire un avenir plus juste et plus humain. Merci pour cette analyse éclairante. J'espère que ce deep dive aura donné à nos auditeurs matière à réflexion. N'hésitez pas à poursuivre votre exploration de ces sujets passionnants et complexes. À bientôt pour un nouveau voyage au cœur des idées